Ok les gars, faut vraiment que vous appreniez à compter à un moment donné. Ouais non, je fais ça très rapidement parce que la première fois qu'on voit Merlin c'est il y a 1000 ans, puis après on dit il y a 200 ans, et c'est censé correspondre à la période où le premier ténébreux est né, seulement le premier ténébreux est né il y a 500 ans d'après ce qui est dit plus tard par Merlin, et puis ça colle pas avec le fait que Rumpelstiltskin a 200 ans lui-même, quoi. Donc, c'est histoire de dire, quoi. Faites gaffe. On va dire que c'était une erreur de frappe. Au lieu de dire il y a 200 ans, il veut dire il y a 500 ans, et à ce moment-là, ok. Mais bon, voilà, c'est ce genre de petits détails, quoi. Quoi qu'il en soit, ouais, l'histoire se centre sur Merlin ce coup-ci. On voit que. Il y a 1000 ans de ça, donc il errait dans le désert avec un autre type, et il tombe sur une coupe dans le désert, donc le Saint Graal. Il y a le premier type qui essaye de la boire et il tombe en cendres. Merlin se montre plus respectueux des dieux parce que c'est une présence divine ou un truc comme ça qui a amené ce Saint Graal ici. Et il arrive à boire dedans, ce qui lui donne toute sa magie, son immortalité, le fait qu'il puisse voir le futur, sauf quand ça arrange le scénario. À nouveau, hein, grosse connerie, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je... Ouais, si ça part sur le fait que Merlin avait tout prévu depuis le début. C'est un truc quand on balance des gens qui savent comment doit se passer le futur, il y a un peu de problème par rapport au fait, mais s'ils ont su, comment ils ont pu pas savoir pour ci ou ça. Ma chaise grince, je crois que je vais la changer, hein. C'est mieux comme ça. Donc, 500 ans plus tard, et pas 800 ans comme le dit le texte, Merlin a aidé à fonder la petite bourgade de Camelot. Voilà, tout le monde est content et tout et tout. Et puis à un moment donné, il y a une femme qui arrive qui raconte l'histoire de son village qui a été détruit par un méchant qui s'appelle Vélanon, une connerie comme ça. Et elle lui dit ouais, je viens me recueillir ici, planter les fleurs de mon pays, les camélias, les fameuses fleurs qu'Arthur donnera à Guenièvre et tout, histoire de faire le petit lien. Et il y a une romance qui se forme entre eux. Cette femme s'appelle Nimue. Ce ne sera pas la Dame du Lac, ça n'a rien à voir avec la Dame du Lac. Sauf s'ils font une autre référence à ça, mais bon. Et donc voilà, ça se passe bien. Et Merlin se dit, là, cette immortalité, c'est pas bien. Pour moi, c'est plus une malédiction qu'autre chose, même si c'est bien de pouvoir aider les autres. La vie est faite de moments, et si ces moments s'éternisent, ben, la vie ne vaut plus la peine. Donc même si Nimue lui dit on pourrait vivre ensemble en étant immortel. Et lui il se dit non, je préfère plutôt ne plus être immortel. Tu vois, c'est un petit peu mieux, hein, je trouve que ça me va mieux. Donc ils se mettent en quête du Graal qu'il avait caché dans une tour. Il, en partant, comme par hasard, il tombe sur le village détruit de Nimue parce que faut bien aider le drame, hein. Elle profite du fait que Merlin lance un sort de localisation pour prendre rapidement le Graal et boire dedans, ce qui ne la détruit pas, ça ne la réduit pas en cendres, malgré le fait qu'elle a des intentions pas pures et quoi que ce soit, mais non. Voilà, ça marche pour elle. Allez comprendre, hein. Je sais pas, à nouveau, c'est l'œuvre de Dieu. Il voulait qu'il y ait du bien et du mal, oui, parce qu'on va y venir là. Donc, ouais, peu après ça, Merlin arrive à l'hôtel où il y a moyen de reforger le Graal, oui, parce que la façon dont il souhaite faire ça, Merlin, c'est en transformant le Graal en épée, on pourra s'en servir afin de le rendre mortel. Et apparemment, plus tard, on découvrira qu'on peut s'en servir pour ôter tous les ténèbres ou toute la lumière. Voilà, ça marche comme ça parce que ta gueule c'est magique. Merlin sait comment ça marche parce qu'il a l'omniscience, sauf quand il l'a pas. Voilà. Donc voilà, alors qu'il reforge le Graal en épée Excalibur, donc il y a le gros méchant qui a détruit le village qui était à la recherche du Graal, lui aussi, qui arrive, il poignarde Nimue, mais tout ça n'est qu'une ruse parce que Nimue l'attaque par derrière, lui arrache le cœur, et c'est là que Merlin découvre qu'elle a bu l'eau du Graal, et elle décide, malgré les suppliques de Merlin, de tuer ce type par vengeance, et ça veut dire qu'elle est devenue irrécupérable, complètement prise par sa méchanceté et tout, hein, oui, parce que c'est clair et net que quand on s'est vengé une fois sur une personne, on est complètement
Il n'y a plus de retour possible ou quoi que ce soit. Je sais pas trop, hein, il y a certains personnages comme Regina qui vous diront un peu le contraire, mais ok, ok, irrécupérable. C'est-à-dire, quand on tue des tonnes, des centaines, des milliers d'innocents à type Regina, on a toujours moyen de se racheter, mais quand on tue la personne qui nous a énervé, celle pour laquelle on veut placer toute notre vengeance, là non, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle est devenue irrécupérable après ça. La soif du pouvoir l'a prise, je n'en sais rien. Il y avait une part sombre et de lumière dans le Saint Graal, au bout du compte, parce que voilà, Nimue est en fait la toute première ténébreuse. Ténébreuse était une femme au début, c'était Nimue, la dame du lac. Ce qui me fait dire, mais pourquoi il faut chercher Nimue comme dernier recours? C'est le truc que j'ai du mal à comprendre dans le message de Merlin, l'épisode précédent, c'est-à-dire que ouais, Nimue est votre dernier recours maintenant que je suis plus là, mais ils vont faire quoi? Nimue, c'est genre une garce maintenant complètement consumée par ses ténèbres. Et c'est clairement comme ça que Merlin l'entreprend dans cet épisode. Je veux dire, je vois pas pourquoi Merlin laisserait ce message-là. Ça n'a aucun sens pour moi. Ça n'a aucun sens. Enfin bref, elle devient la ténébreuse. Elle veut pas que l'épée les prive de leur pouvoir, donc elle la casse en deux. Et puis elle se barre. Voilà, elle se barre. Elle va vivre sa vie dans un coin. Et c'est là que Merlin décide de planter l'épée pour en faire une légende, l'épée brisée, et puis le bout restant d'en faire à la dague du ténébreux pour contenir Nimue et les ténèbres qui la consument. Sachant que, ouais, c'est... Vous nous avez vendu ça comme un truc super grave dans la fin de la saison 4, c'est-à-dire, ouais, les ténèbres sont une force de la nature ultra puissante qu'on a eu du mal à contenir et tout et tout. Reprenez-moi si je me trompe, mais c'est ce qui avait été dit à la fin de la saison 4, c'est ce qu'a dit l'apprenti. Et puis là, non, c'est juste une fille qui s'est laissée prendre par son désir de vengeance. Ouah, les plus grands ténèbres au monde. C'est ça vos grands ténèbres, c'est ça l'origine de vos grandes ténèbres. Waouh, vous m'en bouchez un quoi, c'est vachement décevant les gars. Très bof ce flashback. Et les motivations de Nimue sont pas mauvaises en soi, mais par rapport à ce qu'elle est censée représenter à la base, je trouve ça frustrant. Vraiment. Je sais pas quoi dire de plus, quoi. L'histoire de Merlin qui dit comme ça, hein, mais c'est ma vie n'est pas que bonheur et tout. Tu semblais prendre un certain plaisir à aider les autres, à rester cette espèce de figure de sagesse qui les guide, mais tout d'un coup tu te dis non, on peut pas faire ça. Je, le Graal qui fonctionne selon les désirs du scénario presque. Je sais pas, je pense pas une seconde que l'espèce de puissance, de présence divine qui a accordé ces pouvoirs-là soit expliquée particulièrement, qu'on la développe plus. Si c'est le cas, ben super, j'attends de voir ça, mais pour l'instant j'ai pas de grands espoirs à ce niveau-là. Donc ouais, voilà, c'est le ténébreux, c'est un truc qui a été instauré dès la saison 1, c'est une espèce d'entité ultra puissante, que ce soit ça ses origines, ben ouais, je suis pas super emballé par le truc, quoi, hein, c'est pas sensationnel. Enfin bon, dans notre présent d'il y a 6 semaines, parce que là à nouveau on va avoir le flashback d'il y a 6 semaines et quasiment rien d'autre sur ce qui me passe maintenant. Donc Merlin prévient qu'il y a plusieurs trucs à faire avant de pouvoir reforger l'épée et aider Emma et tout et tout. Oui, parce que c'est un truc là, maintenant, on peut réutiliser l'épée pour aider Emma. Bon, après, il faut que la personne en question ait la volonté d'être sauvée, ce qui n'a pas été le cas pour Nimue, c'est donc compréhensible qu'il n'ait pas fait pour elle. Mais... Enfin bon, tout d'abord, il faut aller prendre un morceau de la flamme de Prométhée, pendant que le reste de la troupe ira s'occuper du morceau d'épée d'Arthur. Voilà, donc j'aimerais préciser que Merlin n'a pas eu trop de problèmes à soigner David et Blanche-Neige du sort qu'ils ont reçu. Pourquoi il n'a pas essayé de faire ça avec tous les gens du château d'Arthur?
Pourquoi il n'a pas essayé de faire ça avec le château d'Arthur et avec Guenièvre? Non, allez, occupez-vous d'eux, on verra plus tard. J'avais balancé ça comme ça dans l'épisode 5, mais là ça commence à devenir lourdingue, quoi. Je veux dire, ouais, allez vous en occuper, je pourrais facilement régler une grosse partie des problèmes avec ma magie, mais le temps presse pour on ne sait quelle raison. N'importe quoi, c'est complètement débile, je trouve. Enfin bref, il part donc vers la flamme de Prométhée avec Emma en lui disant que pour retrouver la flamme à l'endroit précis, elle devra confronter le tout premier ténébreux dans sa tête et tout, et ne pas y succomber. Et donc ils y vont, il y a Nimue qui apparaît, censé être la révélation de la chose. Et donc Emma lutte contre les espèces d'instincts que lui donne Nimue, et elle gagne. Ce qui lui permet d'avoir donc l'étincelle de Prométhée qui permettra de reforger l'épée. Voilà, c'était basique, mais ça allait bien. C'est, je pense, le meilleur passage de l'épisode, c'est-à-dire ce passage où Emma est encore en plein conflit, elle a un peu honte de ce qu'elle a fait pour avoir manipulé son fils, et a des craintes sur elle-même, mais elle lutte, et quand Nimue lui dit tu ne veux pas qu'il t'aide à redevenir la moins que rien que tu étais, je ne vaux pas rien du tout, je ne suis pas moins que rien, et il lui dit de sortir de sa tête, c'était très fort ce moment-là, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est histoire de dire, parce que le reste, ce moment-là était fort. Donc voilà, ça passe bien pour elle, et ça fait un petit peu ça crée un espèce de contraste avec le fait que elle a complètement embrassé ses ténèbres plus tard, quoi. On se demande toujours, mais comment ça se fait? C'est pas le plus gros morceau, mais c'est le morceau qui m'a le plus de cet épisode. C'est le fait que donc, le reste de nos héros vont à la rencontre du château d'Arthur pour lui piquer son épée, parce que Merlin ne veut pas s'occuper de ça avant et veut leur pas lancer ça comme ça, c'est complètement ridicule. Ce qui est encore plus ridicule, c'est pas mal de trucs. D'une part, le fait que ce soit seulement nos héros principaux, c'est-à-dire Regina, David et Blanche-Neige. Je sais même pas si Robin des Bois est là. Et oui, mais il est là rapidement. Il est tellement pas, il a tellement peu d'importance. Robin des Bois et Kylian. Voilà, ces cinq-là. Les autres, je sais pas, Leroy, Grincheux. J'espérais qu'il ait un rôle d'importance dans la suite, mais non, il va se faire enculer, Grincheux, hein, c'est ça. C'était bien la peine de le faire revenir si c'était pour lui faire ça. Merci pour rien, merci pour rien. Oui, il y a ça, et puis... Il est où Lancelot? Non mais sérieusement, il est où Lancelot, quoi? Il y a Arthur qui contrôle sa guenièvre, et il pourrait essayer de foncer la sauver, de participer à ça. Non, il est plus là. On n'a pas eu l'acteur pour cet épisode, merde, hein, on fait sans lui. C'est complètement con, quoi. Gestion du casting à chier. Je le dirai éternellement si ça continue comme ça, mais je m'en fous. La gestion du casting est à chier. Voilà, donc Lancelot est pas là, tout le monde est en train de réfléchir, et c'est là que Zelena se fait remarquer en disant ah, vous savez, moi j'ai repéré une entrée secrète. Comme par hasard, c'est à nouveau l'excuse qu'on sort, histoire de redonner de l'importance à Zelena, parce qu'on tient absolument à ce que Zelena ait de l'importance. À nouveau, moi j'aurais rien contre si c'était amené de façon fluide, naturelle, mais là c'est juste... il faut qu'on lui donne l'importance, donc on va inventer une excuse au pif. Sachant que, sans vouloir être vexant, Regina pourrait les téléporter. Regina pourrait se téléporter facilement. À plusieurs endroits. Et ils ont aucun sort pour changer d'apparence ou un truc comme ça. Ils ont rien pour être furtifs, pour disparaître ou une connerie comme ça. Non, ils sont obligés de s'infiltrer par une entrée secrète, parce qu'il n'y a que cette solution-là. Voilà, c'est que le truc qui va marcher. Ça peut être que ça, et c'est de façon à ce que Zelena ait un rôle dans l'histoire et qu'elle rebondisse un petit peu. Voilà, c'est forcément ça. Hein, c'est tellement forcé ce truc, ça me gonfle. Donc ouais, ils suivent donc la voie que leur montre Zelena, en la laissant au bon soin de Blanche-Neige, qui va se faire avoir comme une cruche. Vraiment comme une cruche. Il y a Zelena qui chiale de façon pas du tout naturelle, et Blanche-Neige s'approche et paf, avec un coup de pied, elle est assommée, Blanche-Neige. Bravo.
Il y a un truc qui me fait un peu marrer là, c'est que contrairement à la fois où elle a rencontré Killian Jones qui a essayé de la faire sortir dans l'épisode 1, et ben ce coup-ci elle prend pas l'épée de Blanche-Neige pour se couper l'avant-bras. Non, non, non. Cette fois elle va avoir besoin d'Arthur pour faire ça. Parce que oui, elle va tomber sur Arthur et elle va l'aider à empêcher nos quatre autres intrus de prendre la main sur l'épée. Et voilà, donc ils sont à voir eux à leur tour. Et c'est là que Arthur décide de faire une alliance avec Zelena. Zelena qui accepte de l'aider parce que pour faire chier les autres. Voilà, c'est une méchante, je vous fais chier. C'est à nouveau un personnage très subtil, très très subtil. Ce qui amène à un autre moment de ta gueule, c'est magique. On pourrait faire un compteur de tous les ta gueule, c'est magique qu'il y a dans cette demi-saison, tellement il y en a un par épisode à peu près, quoi. Facile, hein, en moyenne, parce que des fois il y en a plusieurs, quoi. Voilà, ta gueule, c'est magique. Il existe un sort dans un des bouquins de Merlin qui permettrait d'apposer son nom à l'autre, à l'épée brisée, de façon à ce que ça marche comme la dague de Ténébreux et que Merlin soit obligé d'obéir à la personne qui possède l'épée. Ça existe maintenant, ça n'a jamais été mentionné avant. Ce sort est là, à disposition, et puis Zelena, elle le fait en 10 secondes. Wouh! Hey! Foutez-vous de ma gueule, foutez-vous de ma gueule. Wouh! Et donc grâce à ça, Arthur arrive à appeler Merlin, à le commander avec son épée. Suite à ça. À nouveau, Merlin qui est censé connaître le futur, qui lui dit ouais, si tu m'as dit que je ferais des choses grandes, que j'amènerai la lumière sur cette ville, mais tu le feras, c'est ce que tu vas faire là avec l'épée. Et Arthur lui dit non, c'est bien de balancer ça comme ça, c'est quoi cette connerie? Il décide non de plus obéir à ses ordres. Alors que je sais pas comment ça marche, Merlin. J'ai pas bien compris ce délire à la noix. T'as fait vraiment gaffe à rien pendant que t'étais dans ton état végétatif au sens propre. Tu as réussi à donner des prophéties à Arthur, c'est tout ce que tu pouvais faire. Pourtant, t'as quand même réussi à donner une vision très très précise à Aima en étant sous ta forme d'arbre, mais tu pouvais pas faire quelque chose de plus précis pour Arthur, surtout quand t'as remarqué que ça commençait à pas aller très bien chez lui, tu t'es dit non, on va le laisser tomber. Sincèrement, c'est n'importe quoi quand on connaît l'étendue des pouvoirs de Merlin, le fait qu'il a pu observer ça et communiquer avec Arthur, là non, il peut plus parce que besoin du scénario, faut qu'il y ait du conflit et tout. Si Merlin avait le pouvoir de communiquer avec les autres, pourquoi il n'a pas communiqué de façon plus verbale, de façon plus claire avec Arthur, un peu comme il l'a fait avec Emma? Même si c'était de façon un peu cryptique, tu aurais pu essayer de lui donner des pistes, de le réconforter, d'essayer de lui montrer que sa voix n'était pas la bonne ou un truc comme ça. D'après ce qu'on voit, j'ai l'impression que Merlin a laissé Arthur tomber dans sa merde et devenir cette espèce de psychopathe qu'il est devenu, quoi. Bah, bravo Merlin, hein, inactif jusqu'au bout. Hein. Après, on va me dire que Merlin était transformé en arbre, qu'il avait des limitations à ce moment-là. Ouais, il pouvait quand même communiquer avec son apprenti pendant tout ce temps. Et son apprenti n'a pas essayé de faire grand-chose pour aider Arthur, oui, parce qu'on fait part de son apprenti est toujours là, il existe, hein, il a pas disparu. Son apprenti a rien essayé de faire pour ça, non. Merlin a laissé le royaume de Camelot sombrer dans la merde, parce que je comprends vraiment pas je comprends vraiment pas pourquoi il a pas participé, c'est... Donc ouais, alors qu'on analyse ça, j'ai beaucoup de mal à me ranger derrière Merlin, même si on essaye de faire cette espèce de grande personne sage qui a essayé de faire ce qui était juste, mais qui a vécu des sales histoires, qui a perdu l'amour de sa vie parce que, oh, destin tragique et tout. Oui, bah, aussi par rapport au fait, j'en ai pas parlé, mais le fait que Nimue, il pouvait pas voir son futur à Nimue. Parce que, ouais, leur destin était lié d'une certaine façon, quoi. Destin et tout. Voilà, je suis pas.
Toute l'histoire autour de Merlin, ce qu'il aurait pu faire et tout, ça ne m'emballe pas beaucoup. Alors que sincèrement, au début, j'étais pas chaud avec l'acteur qui dépeignait Merlin. L'acteur s'en sort bien en soi pour représenter ce qu'on veut faire passer chez le personnage. C'est juste que l'écriture du personnage en elle-même est vraiment. Ouais, j'ai rien contre l'acteur le fait très bien. À nouveau, c'est difficile de considérer ça comme une interprétation du Merlin que j'ai connu depuis tout petit, mais sincèrement, l'acteur, je n'ai rien à lui reprocher, il se débrouille très bien, mais c'est juste. Ils sont pas clairs du tout et c'est assez foireux pour moi sur ses intentions, ce qu'il pouvait faire, ses possibilités et tout. Enfin bref, on termine rapidement l'épisode avec Emma dans notre présent maintenant, qui décide donc de réunir complètement l'épée, et qui, alors qu'elle est acclamée par toutes les incarnations passées des ténébreux, putain j'en ai eu des tas. Faut dire, en 500 ans, ils sont souvent fait tuer, les ténébreux. Surtout quand on part du principe que Rumpelstiltskin a duré 200 ans. C'est-à-dire qu'en 300 ans, il y en a eu une vingtaine, un truc comme ça. Je veux dire, ils n'ont pas duré si longtemps que ça en termes de durée de vie, alors qu'ils sont censés être immortels à chaque fois. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu plusieurs ténébreux qui se sont entretués les uns à la suite des autres? Ah, je sais moi le ténébreux. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est moi. J'en sais rien. C'est un petit détail à la con, quoi. C'est comme certaines dynasties où certains rois durent à peine 2-3 ans, plusieurs fois d'affilée. J'imagine que c'est ça. Enfin bon, ça se termine là-dessus, et ouais, ça laisse une certaine incertitude sur ce qui va se passer, qu'est-ce que va faire Emma et tout. Et sait-on jamais, ça pourrait être pas mal. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme pour l'épisode 6, j'aime pas la façon dont ils ont géré les personnages. Sincèrement, la façon dont est géré le premier ténébreux est très décevante. Ce que pouvait faire Merlin, il s'est mal géré. Encore du ta gueule, c'est magique. Ouais, ouais, j'ai. Pas médiocre cet épisode, assez médiocre. Un peu moins mauvais que le précédent selon moi, mais médiocre tout de même. Et c'est parti pour la mauvaise saison 5 là. La mauvaise saison 5 qu'on m'avait promis, allez, on la tient là, on est dedans là, c'est parti, wow. Donc je sais pas, peut-être que ça s'arrangera pour la suite, mais 2 épisodes mauvais d'affilée, ouais. À bientôt pour l'épisode 8, ciao.